Merci Xavier pour cette présentation élogieuse. Merci à Sandrine Maljean-Dubois et à Marthe Stefanini pour leur invitation. Merci plus généralement à l'UMR, droit international comparé et européen. Je suis assez sensible à cette invitation parce que, comme Xavier le rappelait à l'instant, j'ai muté à Aix là en septembre à la rentrée et j'y ai reçu un excellent accueil de la part des collègues et des étudiants de la faculté de droit. Et cette invitation participe de l'excellent accueil que j'ai reçu ici. Donc merci à vous toutes et à vous tous. La Lex Olympica. Je vais aller droit au but. On a deux mots, mais deux mots qui peuvent éventuellement susciter trois craintes parmi l'assistance. Un, que préférer l'expression lex olympica à celle plus habituelle de lex sportiva, bien connue depuis les travaux de Franck Lati, depuis sa thèse de doctorat. Préférer l'expression de lex olympica à celle de lex sportiva, ce soit juste un effet de style, destiné à surfer sur l'actualité, sur le fait que Paris, et accessoirement Marseille, ait obtenu les Jeux Olympiques de 2024. Deuxième crainte, que l'ex-olympica ou l'ex-sportiva, peu importe, l'usage d'un néologisme latin ne soit qu'une coquetterie linguistique qui serait destinée à parer du prestige juridique, quelque chose qui ne serait dans le fond qu'un sous-droit. Et puis, troisième crainte éventuelle, que sous-droit ou vrai droit, il ne s'agisse dans tous les cas que de droit du sport, qu'il ne s'agisse que de sport. Alors oui, le sport a une importance médiatique, peut-être démesurée, mais ce n'est que du sport. La crainte, c'est que ce soit un sujet anecdotique, un sujet d'été, que ce soit la conférence magazine de plage. Aujourd'hui, en tout cas, une conférence bien éloignée des canons de sérieux des conférences habituelles de l'UMR. Alors, en guise d'introduction, je vais essayer, au moins, je vais essayer de dissiper ces craintes, au moins je vais essayer de les relativiser pour commencer. Alors, en vous demandant à ce stade de faire preuve un peu d'indulgence et de me croire un petit peu sur parole, je détaillerai plus tard. Premièrement, je disais, l'expression lex olympica. De prime abord, on pourrait croire qu'elle n'aurait comme intérêt scientifique, par rapport à l'expression de lex sportiva, que celui d'étudier plus en détail une partie de la lex sportiva. Le droit sportif en général, et puis une partie qui serait le droit olympique. C'est faux. Enfin, à vrai dire, si on veut être pointilleux sur les termes, l'expression de lex sportiva au singulier, elle est inexacte. Celle de lex olympica ou éventuellement de lex sportiva olympique est plus juste. Pourquoi ? Il n'y a pas une lex sportiva. Il existe des leges sportivae ou des lex sportiva au pluriel. Pour dire autrement, chaque institution sportive, ça veut dire les comités nationaux olympiques, les fédérations nationales sportives, les fédérations internationales de sport, le CIO, le comité international olympique, les ligues de sport professionnelles, voire même les ligues départementales, régionales, des Bouches-du-Rhône ou d'ailleurs. Chaque institution sportive produit son propre droit. Alors, il y a bien un élément d'unité entre certains de ces droits produits par ces diverses institutions sportives. Mais justement, l'élément d'unité entre ces droits-là, ce qui permet éventuellement de considérer qu'il y a un ordre juridique unique du sport, cet élément, c'est l'appartenance de certaines de ces institutions au mouvement olympique. L'appartenance au mouvement olympique, c'est ça qui va créer une unité entre des institutions
et les normes de ces institutions qui, a priori, sont séparées. Toutes les institutions sportives qui appartiennent au mouvement olympique sont reliées par trois choses. Un, par la soumission à une sorte de norme fondamentale commune qui serait la charte olympique. Deux, par la soumission à une juridiction commune qui est le tribunal arbitral du sport et à la jurisprudence de ce tribunal. Et trois, par la réception d'une norme modèle mondiale en matière de dopage qui s'appelle le Code mondial anti-dopage. Autrement dit, même au sens large, ce que l'on appelle habituellement l'ex sportiva, c'est un raccourci pour parler de la lex olympica ou de la lex sportiva olympique. Que les choses soient claires, là ce que je vais appeler l'ex sportiva olympique ou lex olympica, c'est l'ordre juridique constitué des normes produites par les institutions olympiques, le CIO, les comités nationaux olympiques, et les institutions qui sont situées dans le giron olympique. Les fédérations internationales reconnues par le CIO, les fédérations nationales qui sont membres des fédérations internationales reconnues par le CIO, et le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui gravite dans l'orbite olympique. Alors, est-ce qu'il est trop proche du CIO ou pas, c'est une autre question, mais au moins il gravite dans l'orbite. On y reviendra. Bref, le système juridique olympique, c'est le principal système juridique sportif, mais ce n'est pas le seul système juridique sportif. Si on prend la NBA, la Ligue professionnelle de basket aux États-Unis, c'est une institution que l'on peut considérer comme sportive, qui produit son droit, c'est quelque part un ordre juridique sportif, mais qui n'est pas relié au reste. Deuxième crainte que j'aimerais dissiper dans cette introduction, l'inutile détour par le latin. Voir le côté un peu prétentieux du détour par le latin. Lex olympica, pourquoi ne pourrait-on pas tout simplement dire loi olympique, enfin bref, en français? Parce qu'il y aurait un risque de confusion. Risque de confusion avec quoi? Risque de confusion avec les lois que les États votent régulièrement pour les besoins de l'organisation des Jeux Olympiques. Paris va accueillir, si tout se passe bien, les Jeux Olympiques de 2024, et la France, pour permettre l'organisation de cet événement en France, le Parlement a voté une loi en mars 2018 relative à l'organisation de cet événement. Et ces lois relatives à l'organisation des Jeux Olympiques, que ce soit au Brésil, en France ou ailleurs, ou en Russie, on traduit généralement par loi olympique. Donc il y a un risque de confusion, ce ne sera pas impropre de dire loi olympique, mais un risque de confusion avec quelque chose d'autre, ce quelque chose d'autre étant une loi étatique, une loi votée par le Parlement. Alors, on pourrait peut-être dire alors droit olympique, pour rester en français et ne pas utiliser le latin. Alors c'est une possibilité, c'est sûr. Mais l'expression latine est là un mérite par rapport au français, c'est qu'elle fait référence à la lex mercatoria. Donc on voit tout de suite intuitivement de quoi on va parler. Immédiatement, quand on dit lex olympica, de préférence à droit olympique, qui n'est pas inexact, c'est que immédiatement ça renseigne sur certaines des caractéristiques fondamentales de ce droit, à savoir le caractère transnational et l'origine privée de ce droit. Parler de droit olympique, c'est pas faux, mais parler de lex olympica, c'est plus parlant. Troisième et dernière crainte que j'avais évoquée, le côté anecdotique. Alors là c'est vrai et faux. D'un côté, c'est indéniable, la lex olympica et puis plus généralement le droit du sport, que ce soit le droit du sport d'origine étatique, que ce soit le droit du sport d'origine privée, peu importe, c'est un droit qui a trait à une activité qui n'est pas essentielle. Oui, ce n'est que du sport. Et oui, il n'est pas question de l'avenir de la planète. Oui, il n'est pas question de la paix dans le monde, ou alors de manière très marginale.
Oui, bien sûr, il y a la question de la climatisation des stades pour la Coupe du Monde au Qatar. Oui, l'Assemblée générale des Nations Unies vote pour chaque Olympiade une résolution relative à la trêve olympique. Bon. Mais d'un autre côté, sans même parler d'économie, oui, le sport est devenu une économie respectable, sans même parler de sociologie, sur les supporters ou sur autre chose, sur les passions que ça déchaîne pour des raisons parfois un peu étranges, sans même parler de relations internationales, juste en se contentant de l'aspect juridique. La Lex Olympica pose des questions fondamentales. Des questions fondamentales en particulier, mais pas seulement, pour les dizaines de millions de personnes qui sont licenciées dans le monde auprès de fédérations nationales. Dizaines de millions, j'exagère pas, je pourrais peut-être dire des centaines de millions. Rien qu'en France, la Fédération française de football compte 2 millions de licenciés. Ce n'est que la France, ce n'est que le football, et ça fait déjà 2 millions de licenciés. Et ces millions de licenciés à travers le monde, ces dizaines de millions, voire ces centaines de millions de personnes, sont, à ce titre, en tant que licenciés, des sujets de l'ordre juridique olympique. Les questions fondamentales que ça pose, elles sont fondamentales au sens où la Lex Olympica pose des questions relatives au respect des droits fondamentaux de ces personnes, de leur droit au juge étatique. Et oui, les sportifs sont détournés des juridictions étatiques au profit du tribunal arbitral du sport. Des questions relatives à la dignité humaine. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Semenya, cette athlète hyper androgène qui risque d'être interdite de concourir dans les épreuves féminines, en tout cas dans certaines épreuves féminines. Il y a une vraie question ici de respect de la dignité humaine, j'y reviendrai. Des questions fondamentales aussi, au sens où la Lex Olympica permet de s'interroger sur les fondements du droit. Le sport olympique, c'est sans doute l'un, si ce n'est le meilleur exemple d'un ordre juridique qui ne serait ni national, ni international, mais transnational. En tout cas, pour peu qu'on ne soit pas conceptuellement opposé à l'idée même que puissent exister de tels ordres juridiques transnationaux. C'est un ordre juridique dont se servent certains auteurs, y compris des auteurs qui n'appartiennent pas à la doctrine sportiviste. Oui, la doctrine sportiviste, Franck Lati, moi, Gérald Simon, d'autres, enfin, je ne sais pas si j'ai bien fait de m'inclure dans la doctrine, mais enfin bref, la vraie doctrine sportiviste utilise assez fréquemment les théories du pluralisme juridique. Mais même au-delà de la doctrine sportiviste, la vraie doctrine, la doctrine sérieuse, les théoriciens du droit se servent assez souvent du sport pour illustrer l'existence d'un ordre juridique transnational. Je pense à Michel van de Kerchove et à François Host dans leur ouvrage sur de la pyramide au réseau, et on pourrait trouver d'autres exemples. Il s'en sert pour montrer qu'il y aurait des bougées dans la pyramide, qu'il y aurait des hiérarchies bousculées, inversées, enchevêtrées. Bon, ce qui est sûr, on reviendra là-dessus parce que c'est assez... les opinions sont divergentes sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit la conception que l'on se fait du droit, les rapports entre les ordres juridiques étatiques et la Lex Olympica, entre la souveraineté qui est avancée par les premiers, par les États, et la prétention à l'autonomie des seconds, du mouvement sportif, eh bien, les rapports ne sont pas simples. Les rapports sont extrêmement compliqués. C'est tout ce que je vais essayer de vous montrer pendant le temps qu'il nous reste. J'essaie de vous montrer ça en 4 temps. Premier temps, je vais revenir un petit peu sur la notion même de Lex Olympica. Dans un deuxième temps, je vais m'intéresser au rapport entre la Lex Olympica et les ordres juridiques nationaux. Troisième temps, je passerai au rapport entre la Lex Olympica et les ordres juridiques internationaux
Et puis enfin, quatrième et dernier temps, j'évoquerai avec vous un cas particulier d'harmonisation entre la lex olympica et les ordres juridiques étatiques, celui de la lutte contre le dopage. Premièrement, donc, je vous disais, la notion de lex olympica. Un fait incontestable pour commencer. Là, il n'y a pas de discussion. Les institutions olympiques ou les institutions faisant partie du système olympique produisent des normes. Je n'ai pas dit normes juridiques, je dis des normes. Elles produisent des normes. Elles produisent des règles du jeu. Bon, bien sûr. Mais pas seulement. Elles produisent des règles de participation aux compétitions, des règles de qualification, des règles de sélection, pour faire partie des équipes nationales qui disputent les Coupes du Monde, des règles sur les changements de nationalité sportive. Elles produisent des règlements et des sanctions disciplinaires. Elles produisent des règles relatives à l'homologation des enceintes sportives, des règles relatives au transfert des joueurs, des règles sur l'équité des compétitions, sur le dopage, sur le fair-play financier. Elles produisent des normes. Un autre point non contesté, ou à peine, ces normes sont des normes juridiques. On peut l'admettre quelle que soit la conception que l'on se fait du droit. Quand je dis que c'était à peine contesté, c'est qu'à une certaine époque, mais c'est en plus passé de mode, il y a une partie de la doctrine suisse qui niait que les règles du jeu soient des règles juridiques. Quand on relit ce que disaient les auteurs à l'époque, on peut se rendre compte que ça reposait plus sur des considérations d'opportunité que sur des considérations théoriques. Enfin, si on laisse de côté ce vieux débat, personne ne nie que ce soit des règles juridiques. Personne. Là où les opinions peuvent diverger, c'est sur l'ordre juridique auquel appartiennent, in fine, ces normes. Schématiquement, très schématique, mais on aura une idée, il existe deux façons de voir les choses. Il y a la vision moniste ou étatiste, et puis la vision pluraliste ou institutionnaliste. Selon la première façon de voir, en gros, les normes produites par les institutions sportives ne seraient que des normes appartenant à des sous-ordres juridiques englobés dans tel ou tel ordre juridique étatique. Si on prend l'exemple du CIO, donc du Comité international olympique, c'est une institution qui a son siège en Suisse, à Lausanne. C'est une institution qui prend juridiquement la forme d'une association sans but lucratif, constituée sur la base du Code civil suisse, l'article 60 du Code civil suisse. Les normes qu'édicte l'association CIO, l'association suisse CIO, tireraient donc leur juridicité en dernier ressort de la Constitution suisse, de la loi, le Code civil, et puis, dernier ressort, de la Constitution. Bien sûr que le CIO prétend à l'application universelle de ces règles. Le CIO essaie même de se faire reconnaître comme un sujet de l'ordre international. Pour l'instant, ces tentatives sont restées vaines. À ce jour, c'est une association. Bon. Donc, quelque part, le droit du CIO, à ce jour, ça ne serait pas du transnational, ça serait de l'infranational. En tout cas, si on adopte la vision moniste ou étatiste des choses. La deuxième vision, c'est la vision pluraliste ou institutionnaliste du droit, notamment celle de Santi Romano. Alors, si on regarde les choses avec les yeux de Santi Romano, voire d'Oriou éventuellement, les choses sont bien sûr très différentes. Ce que disait, encore pour simplifier Santi Romano, c'est que chaque institution, qu'elle soit étatique ou non, produit son propre droit. Autrement dit, ici,
chaque ordre juridique sportif ne tirerait sa juridicité que de lui-même, pas d'une norme étatique qui lui aurait transmis cette juridicité. Si on reprend l'exemple du CIO, son droit serait un droit anational et même transnational, dans la mesure où le CIO est une institution qui relie d'autres institutions situées partout dans le monde et qui vont appliquer les règles du CIO. Alors, vous savez bien que la théorie de Santi Romano, elle a fait l'objet de critiques. On lui a reproché notamment d'avoir une définition exagérément extensive de la notion d'institution. C'est vrai, c'est la fameuse question sur la file d'attente. Santi Romano dit l'institution, c'est un corps social organisé. Oui, une file d'attente, c'est un corps social organisé. Est-ce que pour autant, une file d'attente produit du droit? Bon, évidemment, elle est assez floue, elle est assez extensive, elle est trop accueillante, cette définition. Le mouvement olympique, on peut difficilement nier que c'est un corps social organisé. C'est un peu la version animale de la question sur le temps de Saint-Augustin. Je puis reconnaître un éléphant quand je le vois, mais je ne puis le définir. Oui, le mouvement olympique, enfin la société sportive olympique, elle est très organisée, elle est particulièrement organisée, elle est même quelque part hiérarchisée. Pour cette raison, la Lex Olympica n'encourt pas le reproche qui a pu être fait à la Lex Mercatoria. Bon, la Lex Mercatoria, certains auteurs en ont fait la promotion et d'autres en niaient l'existence, notamment Paul Lagarde. Il disait, mais il n'y a pas de Lex Mercatoria, en tout cas au singulier, parce qu'il n'y a pas de société des marchands, il n'y a pas de société des commerçants, en tout cas suffisamment structurée, suffisamment organisée, de manière unitaire. C'est pas vrai pour la société des sportifs olympiques. C'est très hiérarchisé, c'est très structuré, c'est très unitaire, avec ce que je vous disais, la charte olympique, la reconnaissance des fédérations internationales, la soumission à la juridiction du TAS, et puis la soumission maintenant au Code mondial anti-dopage. Bref, si on accepte l'idée qu'il peut exister du droit non étatique, la Lex Olympica, c'est quasiment l'exemple le plus sûr, avec les ordres juridiques religieux, d'un ordre juridique transnational. Alors, est-ce que c'est acceptable, cette idée? Est-ce qu'on peut accepter qu'il existerait du droit qui n'aurait pas, d'une façon ou d'une autre, une origine étatique? Mon propos du jour, ce n'est pas de trancher cette question de théorie du droit, qui dépasse d'ailleurs assez largement le cas particulier du sport. L'un des arguments, ce n'est pas le seul, l'un des arguments qui est parfois utilisé au soutien des théories étatistes du droit, l'argument de la sanction ultime, à savoir le recours légal à la force publique. C'est un argument qui, ici, est moins pertinent qu'ailleurs, qui n'est pas complètement dénué de pertinence, mais qui est moins pertinent qu'ailleurs. Le mouvement olympique a développé un système de coercition privée qui est particulièrement efficace et qui rend absolument inutile le recours à la contrainte étatique pour faire assurer le respect de ces normes. Le tribunal fédéral suisse a eu à se prononcer sur la question et a clairement reconnu que le système de contrainte de la FIFA, mais on pourrait l'appliquer à d'autres institutions sportives, avait des effets similaires à l'exécution forcée. Si je vais ici, comme la majeure partie de la doctrine sportiviste, présenter les rapports entre l'ex Olympica et les ordres juridiques étatiques par le prisme de la théorie pluraliste, c'est absolument pas parce que je prétendrais qu'il faudrait changer de paradigme du droit. Ce n'est pas du tout le propos. Si je vais présenter les choses par le prisme du pluralisme juridique, c'est que, au moins pour ce qui concerne la question sportive, ça permet une présentation des choses plus pédagogique et correspondant sans doute mieux à la réalité au-delà du droit. Alors, ceci étant dit, venons-en, deuxième temps, à la question des rapports entre la Lex Olympica et les ordres juridiques nationaux. Ces rapports sont tiraillés entre
deux dogmes contradictoires. Il y a les États qui disent « nous sommes souverains », et puis les institutions olympiques qui disent « nous sommes autonomes ». Alors, du point de vue des autorités publiques françaises, mais sans doute qu'on peut le transposer à d'autres États, les choses sont juridiquement simples, très simples. Pour les autorités publiques françaises, la question des rapports entre l'ordre juridique français et la lex olympica, ça tient en deux mots. Réception, soumission. Réception tout d'abord. Réception parce que les règlements des institutions sportives établies à l'étranger, hors de France, comme le CIO, comme la FIFA, comme l'UEFA, comme la FIBA, enfin, bref, comme toute l'institution sportive internationale, sauf l'escrime ou l'automobile, et peut-être la pétanque à vérifier. Réception donc parce que les règlements des institutions sportives établies à l'étranger ne produiraient d'effets internes, d'effets en droit interne, qu'à la condition d'y avoir été préalablement intégrés. Par exemple, en étant repris dans un règlement d'une fédération nationale. La FIFA édicte un règlement. Tant que ce règlement n'est pas repris par la Fédération française de football, ça n'a pas d'effet direct en droit français. C'est une jurisprudence constante du Conseil d'État. Une jurisprudence constante, alors il y avait un avis contentieux en 2003, 2 arrêts en 2006, et puis ça a encore été rappelé dans un arrêt du 1er avril 2019 sur le joueur de rugby Scott Spedding. Pour prendre une des affaires de 2006, il y a un individu qui conteste en référé la décision de la Fédération française de football de n'organiser en France qu'une seule session annuelle d'examen pour devenir agent de joueur. Pour exercer légalement la profession d'agent de joueur en France, il faut une licence délivrée par la Fédération française de football. Et pour obtenir cette licence, sauf équivalence, enfin bref, il faut passer un examen. Et la Fédération en organise un seul par an. C'est ce que dit son règlement. Et puis il y a quelqu'un qui veut passer l'examen, qui n'a pas envie d'attendre un an parce que l'examen, enfin, la session vient de se terminer, et il demande à ce que la Fédération française de football organise un deuxième examen, dans les mois qui viennent, au motif que les règlements de la Fédération internationale de football le prévoiraient. 2 sessions d'examen. Recours devant le Conseil d'État, en référé, se basant sur le règlement de la FIFA. Le Conseil d'État a dit « la FIFA, c'est bien gentil, je sais ce que c'est, mais je sais aussi que c'est en Suisse et que les règlements de cette association de droit suisse ne produisent pas d'effet en droit interne. Pour que ça en produise, il faudrait que la Fédération française de football ait réceptionné ce règlement de la FIFA, ce qu'elle n'a pas fait. » Je vous lis la réponse du Conseil d'État. « Qu'eu égard à l'absence d'effet direct dans l'ordre juridique interne de la réglementation édictée par une fédération sportive internationale, un tel moyen, la contradiction donc avec le règlement de la Fédération française, un tel moyen n'est à l'évidence, pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. » Soumission, ensuite. Soumission parce que, à supposer même qu'une réglementation sportive internationale soit réceptionnée en droit interne par une règle d'une fédération nationale. Eh bien, cette norme réceptionnée ne s'appliquerait en droit français que dans le respect de la hiérarchie des normes françaises. Continuons sur la FIFA. La FIFA n'exige plus, depuis 2015, c'est son règlement sur les agents de joueurs qui le prévoit, la FIFA n'exige plus depuis 2015 que les agents soient titulaires d'une licence pour exercer leur profession, leur activité. La FIFA exigeait la détention d'une licence avant, c'est plus vrai depuis 2015. Imaginez que la Fédération française de football reprenne le règlement de la FIFA sur les agents de joueurs, qu'elle modifie son propre règlement sur les agents de joueurs pour s'aligner sur celui de la FIFA. Très bien. Est-ce que ce règlement serait légal en droit français? Non, parce que la loi en France prévoit que pour exercer la profession d'agent de joueur en France, il faut avoir une licence. Soumission.
Alors, tout ceci est juridiquement exact. C'est la jurisprudence du Conseil d'État, c'est exact en droit positif, pas de problème. Mais ceci ne dit pas tout des rapports entre l'ordre juridique français et la Lex Olympica. Pourquoi ça ne dit pas tout? Ça ne dit pas tout parce que cette présentation purement juridique, elle fait abstraction des rapports de force. D'accord, on est au-delà du droit, je suis d'accord. Il y a certaines institutions sportives internationales qui sont en mesure de dicter leurs lois aux États pris isolément. Quand les États se mettent ensemble, c'est autre chose. Mais dicter leurs lois à des États pris isolément. Je vous parlais des Jeux Olympiques qui vont être organisés en France. Paris a candidaté, très bien, pour avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Très bien. Dans son dossier de candidature, qu'est-ce qu'a mis Paris? Bon, elle a expliqué comment les Jeux allaient se dérouler, que ça allait être très beau, parce que la Tour Eiffel en arrière-plan, le Trocadéro, le machin, le Grand Palais, et puis Coubertin, et puis blablabla, et puis blablabla. Et puis, la ville de Paris a aussi dit, mais on s'engage, pour les Jeux qui auront lieu en France, à respecter la Lex Olympica. C'est pas dit comme ça, mais on s'engage à respecter la charte olympique. Le CIO sait très bien que la ville de Paris n'a pas le pouvoir de changer le droit français en cas de contrariété. Donc le CIO exige que dans le dossier de candidature, il y ait une lettre d'engagement des autorités françaises nationales, là en l'occurrence c'est le Premier ministre, qui a joint au dossier plusieurs lettres de garantie dans lesquelles il disait que la France s'engageait à respecter la charte olympique et en cas de contrariété s'engageait, c'est implicite, mais s'engageait à modifier le droit français. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait. La loi du 26 mars 2018, dont je vous parlais, relative à l'organisation des Jeux Olympiques, c'est une loi qui modifie le droit français pour que le droit français soit maintenant en conformité avec la charte olympique, le Code mondial antidopage, enfin ça c'est un peu en dehors, il y a une ordonnance qui est parue après, bref, c'est fait. Alors, ce ne sont pas des bouleversements fous. D'accord, c'est hors du droit. C'est un peu ce qu'on explique en première année aux étudiants en droit constitutionnel. Du point de vue de l'ordre juridique français, la Constitution a une valeur supérieure au traité sur l'Union européenne. Ce qui fait que lorsqu'un traité sur l'Union n'est pas conforme ou compatible avec la Constitution, il ne peut pas être ratifié. Okay. Sauf que qu'est-ce qu'on fait en pratique? Généralement, on modifie la Constitution pour que le traité puisse être ratifié. Autrement dit, on va modifier la norme prétendument supérieure pour permettre l'application de la norme prétendument inférieure. C'est hors du droit, d'accord? C'est des questions de rapport de force qui fait que l'un va s'adapter à l'autre. Mais la réalité, c'est quand même celle-là. Je vous donne un exemple tout à l'heure de ce que l'on a changé pour s'adapter au droit olympique. Alors, du point de vue des institutions sportives maintenant, là, c'était le point de vue des institutions étatiques, un petit peu tempérées par les rapports de force. Si on voit les choses maintenant du point de vue des institutions olympiques, pour elles, le maître mot, c'est autonomie. Je caricature à peine, mais ce qu'elles disent, c'est le sport, c'est un monde à part, un monde qu'on a vocation à réguler seul, sans aucune intervention normative des États. Alors, de prime abord, c'est surréaliste. D'accord, bon, le mot sport est un petit peu un monde à part pour plein de raisons, mais enfin, ces associations, elles ont leur siège sur le territoire des États, les compétitions se déroulent sur le territoire des États. De prime abord, c'est complètement surréaliste, cette volonté ou cette prétention à s'extraire complètement des droits, des territoires sur lesquels se déroule l'activité sportive. Enfin, quand on réfléchit bien, ça correspond pour partie à la réalité. Alors, bon, évidemment, la Lex Olympica, elle n'a pas été exemptée par les États, d'une manière générale, du respect de leurs droits. Évidemment. Le CIO a tenté, encore une fois, de se faire reconnaître comme un sujet de l'ordre international étant soumis qu'au droit international public et pas au droit des États. Pour l'instant, ça n'a pas marché, mais ça pourrait. Donc, les États n'ont pas exempté la Lex Olympica du respect de leurs droits nationaux, c'est sûr. Mais alors, là où c'est fort, c'est que les institutions sportives ont réussi à s'exonérer elles-mêmes du respect des droits étatiques. En tout cas,
peut-être pas totalement, mais au moins pour partie. Comment elles ont fait? Par le recours à l'arbitrage. C'est-à-dire que la quasi-totalité des institutions sportives internationales olympiques, en tout cas appartenant au mouvement olympique, la quasi-totalité, et même je pourrais peut-être dire la totalité, parce que je ne vois pas celle qui ferait exception, toutes ont introduit dans leur statut et règlement, leur statut ou leur règlement, des clauses compromissoires en faveur du tribunal arbitral du sport. Ces clauses compromissoires sont jugées légales en application de la plupart, ou même de la totalité, encore je ne vois pas d'exception, de la totalité des droits nationaux au regard de leur législation sur l'arbitrage. Quelle est la conséquence de ça? La conséquence, c'est que si un sportif licencié, si un club affilié, si une fédération nationale membre veut contester une règle d'une fédération internationale, il devra, le sportif, le club, ou elle, la fédération nationale membre, il ou elle devra s'adresser au tribunal arbitral du sport. Pas à une juridiction étatique, qu'elle soit française ou autre, même pas à une juridiction du siège, suisse par exemple, pour la FIFA ou le CIO, au tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral, ok. Quel droit applique le tribunal arbitral du sport? Il applique le droit sportif, donc les règles du mouvement olympique, tempérées par l'application de principes généraux du droit qu'il a lui-même dégagés. Il n'applique pas ou quasiment pas les droits nationaux, un petit peu à titre subsidiaire, ou alors dans les affaires commerciales, mais dans les affaires sportives, au sens où c'est une règle sportive qui est contestée, il n'applique pas les droits nationaux. Alors évidemment, il n'y a pas un évitement total des droits nationaux. Pourquoi? Pour diverses raisons. La première, c'est que les sentences du tribunal arbitral du sport, on peut les contester devant une juridiction étatique, en l'occurrence devant le tribunal fédéral suisse. On peut faire une demande en annulation de la sentence. Et puis le tribunal fédéral suisse va vérifier que cette sentence est conforme, ou en tout cas compatible, avec l'ordre public au sens du droit suisse de l'arbitrage international. Donc, sauf que cette notion d'ordre public au sens du droit suisse de l'arbitrage international, c'est une notion extrêmement, voire exagérément restrictive. Le tribunal fédéral suisse ne s'en cache pas. Les chances d'obtenir l'annulation d'une sentence arbitrale, quelle qu'elle soit, sont rares. La probabilité est extrêmement faible. C'est lui qui le dit lui-même. Les chances de succès sont quasi nulles. C'est lui qui le dit. Aussi, on peut éventuellement contourner le TAS. Dans quelques cas particuliers, c'est éventuellement possible. C'est un peu technique à expliquer. Donc, avec le TAS, le mouvement olympique évite la confrontation avec les normes étatiques. Elles sont censées s'appliquer, elles sont censées primer en cas de contrariété, mais si on évite la confrontation, la question, dans le fond, ne se pose pas. Donc avec le TAS, le mouvement olympique évite la confrontation, l'évite pas totalement, mais l'évite grandement. Et puis quand ça arrive, la confrontation, c'est pour illustrer ce que je vous disais dans le fait qu'il y a les rapports de force qui sont importants. 2006, la Grèce était championne du monde de football quelques années auparavant, et le Parlement grec vote une loi pour augmenter le contrôle de l'État grec sur les fédérations nationales grecques. Okay. Rien de scandaleux. Ça ne plaît pas à la FIFA. La FIFA invoque l'une de ses règles, l'un de ses principes dits fondamentaux, qui est l'indépendance du mouvement sportif, notamment la non-ingérence des États dans les affaires sportives. La FIFA dit à la Grèce, écoutez, votre loi, là, elle ne nous convient pas, elle est contraire à l'une de nos règles. Là, on a un conflit de normes entre votre loi et notre règle. Alors, ce que je vous demande de faire, les Grecs, c'est de changer votre loi. Et si vous ne le faites pas, c'est pas compliqué. La fédération grecque de football sera suspendue
Et si elle est suspendue, il ne pourra plus y avoir d'équipe grecque de football dans les compétitions internationales. Qu'a fait la Grèce ? Le Parlement grec a voté un amendement à la loi qu'il venait d'adopter quelques jours avant pour exclure le football de cette loi sur le contrôle des fédérations sportives, tout simplement. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Dans le fond, les seuls cas où c'est le mouvement olympique qui a plié, ce sont dans des cas où il y avait une contrariété, non pas avec une norme étatique isolée, mais avec une norme interétatique, une norme commune à plusieurs États relativement puissants. Au troisième temps, les rapports de l'ex Olympica avec les ordres juridiques internationaux. Elles sont assez drôles, les institutions sportives internationales, parce qu'elles aiment bien présenter les signes extérieurs de la personnalité internationale. Le CIO a un hymne. Le CIO a un drapeau. Le CIO a conclu avec la Suisse, en 2000, une sorte d'accord de siège. Ce n'en est pas vraiment un, mais enfin, ça ressemble un petit peu à ça. Ce n'est pas une simple exonération fiscale, c'est plus que ça. Parce que l'exonération fiscale, c'est unilatéral. Là, c'est un accord conclu entre la Suisse et le CIO pour que le CIO ne paye pas d'impôts. Le CIO a obtenu en 2009 le statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le CIO conclut des accords avec des organes du système des Nations Unies, avec, je ne sais pas bien ce qu'ils font d'ailleurs, avec l'OMS, l'OIT, l'UNICEF. Récemment, je ne sais pas, vous n'êtes pas suivi, mais il y avait à Paris le 69e congrès annuel de la FIFA. Donc, toutes les villes de la FIFA ont débarqué à Paris, à l'occasion de la Coupe du Monde féminine. Bref. Et le président Gianni Infantino rencontre le président Macron comme un chef d'État, toujours cette histoire des signes extérieurs. Et puis ils discutent. Et à l'occasion de la discussion, visiblement, en tout cas c'est ce que la presse a rapporté, le président de la FIFA, Gianni Infantino, dit « Pourquoi pas revenir à Paris ?» La FIFA, au départ, avait son siège à Paris, puis a déménagé en Suisse. Infantino dit « On pourrait peut-être déménager notre siège, ou au moins certains de nos bureaux à Paris, mais à condition que vous nous accordiez un statut proche de celui que vous accordez à l'UNESCO ou à l'OCDE. » Toujours ces signes extérieurs. Bon, alors, si on laisse tout ça de côté, à ce jour, en droit positif, malgré quelques ambiguïtés, les institutions sportives internationales, ce ne sont que des associations de droit privé soumises aux droits de l'État dans lequel elles ont leur siège, dans lequel elles sont établies. Alors, ce qui fait que la question des rapports entre le droit de ces institutions et le droit international, c'est moins la question de savoir si la lex sportiva serait un ordre juridique international au sens interétatique, c'est sûr que non, que de savoir dans quelle mesure ces personnes privées sont soumises au droit international. Et les deux questions principales qui se posent, c'est est-ce que ces institutions sont soumises au droit de l'Union européenne et est-ce que ces institutions sont soumises à la Convention européenne des droits de l'homme. À l'occasion de l'affaire Pistorius, s'est posé la question de savoir si elle était soumise au respect de la Convention internationale sur les personnes handicapées. Pistorius, c'est l'athlète sud-africain qui courait avec des prothèses, enfin qui voulait courir avec les valides avec des prothèses. Est-ce que la Lex Olympica entre dans le champ d'application du droit de l'UE, du droit de l'Union européenne? Oui. En tout cas, dès lors qu'est concerné le sport en tant qu'activité économique, au sens large. Le sport en tant qu'activité économique, ce n'est pas juste le football professionnel de première division, ça va bien plus loin que ça. Oui, la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne, elle est claire depuis au moins les années 70, donc presque plus de 40 ans, c'est clair. La Cour l'a dit dans les années 70, très bien, il ne s'est rien passé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis est arrivé le fameux arrêt Bosman de 95. Arrêt Bosman, dans lequel la Cour a jugé contraire
à la liberté de circulation des travailleurs, 2 règles qui étaient alors emblématiques du droit de l'UEFA, notamment la règle sur les clauses de nationalité. À une certaine époque, dans un club de football français, il ne pouvait pas y avoir 11 Anglais, 11 Allemands, 11 Belges ou 11 Russes ou 11 Bulgares. Il y avait des quotas pour les étrangers, y compris des quotas d'étrangers ressortissants de l'Union européenne. Tout ça a explosé avec l'arrêt Bosman. Demain, l'Olympique de Marseille, il pourrait y avoir 11 Russes. C'est pas impossible. Il pourrait même y avoir 11 Sénégalais, parce que l'arrêt Bosman a été étendu aux ressortissants de tous les pays qui avaient conclu des accords d'association ou de coopération avec l'Union européenne. Autant vous dire qu'en 1995, ça n'a pas fait plaisir au mouvement sportif que certaines de ces règles qu'il estimait emblématiques soient censurées, comme ça, par la Cour de justice de l'Union européenne. Le mouvement olympique s'est battu, revendiqué une exception sportive qu'il n'a jamais eue, a revendiqué une spécificité sportive qu'il a un petit peu eue. Enfin, ça n'a rien changé, il a dû s'adapter. C'est comme ça. Le mouvement olympique, la FIFA, le CIO, peut très bien mettre au banc des nations sportives un pays, mais mettre au banc des nations sportives 28 États, ou 27, ça dépend, mettre 28 États comme ça de côté, tant qu'ils n'auront pas changé leurs droits, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible, en tout cas, quand ces États représentent un marché incontournable. Alors, toujours Infantino, le président de la FIFA, je lis l'Équipe, hein, et j'ai lu le 13 juin 2019. Je ne sais pas si c'est moi qui invente, mais je me demande s'il n'est pas très malin, ce Gianni, parce que, effectivement, là, c'est une question de rapport de force. 28 États qui représentent le principal marché du football dans le monde. Et on ne peut pas se passer d'eux. Donc, on ne peut pas les mettre à l'écart pour qu'ils changent leurs droits. Mais alors, question du journaliste. Quel est votre chantier prioritaire pour ce deuxième mandat ? L'ouverture au monde. Pas seulement dans les déclarations, mais dans les faits. Pour nous, Européens de l'Ouest, la mondialisation du football, c'est « venez tous ici, donnez-nous votre argent, vos joueurs, et on organise quelque chose de beau ici ». Pour moi, la mondialisation, c'est autre chose. C'est avoir des compétitions en Asie ou en Amérique qui puissent rivaliser avec les grands championnats européens. Le futur, c'est le monde. L'Europe, c'est du passé. Je me demande s'il n'y a pas là, peut-être que j'extrapole, hein, mais une volonté de rééquilibrer, non pas de délaisser l'Europe, mais de rééquilibrer un petit peu le rapport de force pour que le marché européen du football soit moins incontournable. Peut-être. Est-ce que... Alors, enfin, sur le droit de l'Union européenne, on pourra en parler des heures et des heures, parce que là, je vous ai parlé de vieilles lunes sur les clauses de nationalité, mais le fair play financier, est-ce que c'est conforme au droit européen de la concurrence ? Pas sûr. Le monopole des fédérations sportives internationales, est-ce que c'est conforme au droit européen de la concurrence ? Pas sûr. La réforme de la Ligue des champions, c'est une compétition de football importante, il est question de la rendre encore plus fermée qu'elle ne l'est déjà. Bon, aujourd'hui, si on est réaliste, il y a une dizaine de clubs dans le monde qui ont des chances de la gagner. Le Barcelone, le Real de Madrid, le PSG, l'Olympique de Marseille n'a absolument aucune chance. Et il est question de la rendre encore plus fermée qu'elle ne l'est déjà. Est-ce que c'est conforme au droit de la concurrence, oui ou non ? C'est pas évident. Tiens, autre anecdote sur les rapports entre les institutions étatiques et les institutions sportives. Le président Macron s'est rendu à Clairefontaine pour rendre visite à l'équipe de France de football qui s'y entraînait avant la Coupe du Monde, avant son premier match, son match d'ouverture, et avant d'en être chassé pour faire place à l'équipe de football masculine. Et à l'occasion de cette rencontre, il s'adresse aux journalistes et, en gros, il critique le projet de réforme de la Coupe d'Europe envisagé par la Fédération européenne de football, l'UEFA. Il dit que ça lui paraît
ne pas respecter la glorieuse incertitude du sport, ne pas être conforme au modèle européen du sport, où c'est le mérite qui fait qu'on est qualifié pour une compétition et on n'achète pas son droit à participer. Réponse dans les heures qui suivent du président de l'UEFA, c'est une ingérence politique dans le sport. Ce n'est pas approprié. Chaque ingérence politique ou tentative d'ingérence n'influencera jamais l'UEFA. Et cette idée que le sport, c'est un monde à part, c'est à nous de décider des règles qui s'appliquent à cette activité. A priori, on peut se dire, oui, il n'a pas tort, le président de l'UEFA. Il s'agit du format d'une compétition qui est 10 clubs, 20 clubs, 30 clubs, 40 clubs qui participent, un tel ou un tel. En quoi ça regarderait les États. Sauf que là, il ne s'agit pas seulement du format d'une compétition. Il ne s'agit pas seulement de sport. Il s'agit du devenir d'entreprises françaises, de clubs qui sont des sociétés et qui pourraient très bien ne plus pouvoir avoir accès au marché européen du sport, au marché des Coupes d'Europe de football. Est-ce qu'il y aura un recours peut-être? Il y a des ligues sportives professionnelles, notamment la Ligue française, la Ligue espagnole et d'autres, qui menacent d'une plainte devant la Commission européenne. On verra. S'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme, alors c'est la grande question du moment. Est-ce que les institutions sportives olympiques, au sens large, le CIO, les fédérations internationales reconnues, est-ce qu'elles sont soumises à la Convention européenne des droits de l'homme? Si c'est la grande affaire du moment, c'est en raison de l'affaire Semenya, la fameuse athlète hyperandrogène qui n'a plus le droit qui n'aura peut-être plus le droit, parce que là, elle a de nouveau le droit de concourir, des raisons un peu compliquées, qui n'aura peut-être plus le droit de concourir avec les femmes à l'avenir. Donc c'est une athlète sud-africaine. Ça fait 10 ans que c'est la meilleure du monde dans les compétitions féminines d'athlétisme, sur sa discipline de prédilection qui est le 800 mètres. Mais Caster Semenya, elle présente une caractéristique biologique particulière. Elle est naturellement, c'est pas qu'elle prend des produits, elle est naturellement hyper-androgène. Elle sécrète beaucoup plus de testostérone que la majorité des femmes. Et cette hyperandrogénie naturelle, elle a une cause, c'est lié à ce que la Fédération de l'athlétisme appelle une différence de développement sexuel. Caster Semenya, c'est juridiquement une femme, c'est socialement une femme, elle présente différents traits caractéristiques des femmes, mais elle a un chromosome XY et pas XX. Pour la Fédération d'athlétisme, son taux de testostérone supérieur à la norme chez les femmes pose un problème, puisque d'après l'I2AF, ça fausserait l'équité des compétitions chez les femmes. Puisqu'elle a beaucoup plus de testostérone que ses concurrentes, elle a de plus grandes chances que ses concurrentes de gagner. Et même à vrai dire, ce que dit l'I2AF, c'est que les autres n'ont aucune chance. Je ne dis pas que c'est vrai ou non, je vous explique la raison du règlement de l'I2AF, qui s'appuie sur l'étude scientifique. Bref. Donc l'I2AF adopte un règlement disant que ces athlètes hyperandrogènes, là, ont maintenant deux solutions. Soit elles font baisser de manière médicamenteuse leur taux de testostérone pour pouvoir continuer à concourir dans les compétitions féminines, soit elles vont concourir avec les hommes. Prendre un traitement, c'est jamais complètement anodin, et aller concourir avec les hommes, elles n'ont aucune chance de gagner. Caster Semenya, c'est la meilleure au monde et de loin dans les compétitions féminines, mais elle a à peine un niveau national dans les compétitions masculines, si on se base sur ces chronos. Alors, est-ce que ce règlement est respectueux des droits fondamentaux des individus? Est-ce que c'est respectueux du principe de non-discrimination? Est-ce que c'est respectueux du principe de libre disposition de son corps? Est-ce que c'est respectueux du principe de l'unité de la personne humaine? Caster Semenya, on lui dit en gros quand même que vous n'êtes pas une vraie femme, madame. Donc, il va falloir changer quelque chose. Alors, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a clairement estimé que c'était contraire aux droits de l'homme.
résolution sur le sport, c'est assez rare, mais qui est extrêmement ferme sur le sujet. Mais pour l'I2AF, la fédération qui a élaboré le règlement, peu importe. L'I2AF dit, mais moi je suis une personne privée, et moi je ne suis pas soumis juridiquement au respect des conventions internationales sur les droits de l'homme, et je ne suis même pas soumis d'ailleurs au respect de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est écrit noir sur blanc dans une lettre que l'I2AF a publiée et qu'on trouve sur Internet en réponse à des critiques dont son règlement faisait l'objet. Moi, je respecte la Lex Olympica. Donc moi, je respecte les principes généraux dégagés par le tribunal arbitral du sport, je respecte les principes généraux de la charte olympique, mais vos trucs, la Convention européenne, je ne sais quoi, c'est pas mon problème. Est-ce que c'est vrai ? Directement, oui. Effectivement, la Convention européenne des droits de l'homme, elle impose directement des obligations aux États, aux autorités des États. Oui, d'accord. Mais indirectement, c'est beaucoup plus discutable. Pour 3 raisons. Premièrement, l'I2AF est soumise à la juridiction du tribunal arbitral du sport. Or, le tribunal arbitral du sport, s'il n'applique pas directement la Convention aux fédérations internationales, il dégage des principes généraux du droit qui sont inspirés de certains des droits garantis par la Convention. Indirectement, par le biais des PGD dégagés par le TAS, il y a déjà une petite soumission à cette convention. Deuxièmement, pour ne pas risquer l'annulation d'une sentence, enfin pour que le TAS ne risque pas l'annulation d'une sentence qu'il a rendue. Encore faut-il que cette sentence ne méconnaisse pas l'ordre public au sens du droit suisse de l'arbitrage international. Est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme fait partie de l'ordre public au sens du droit suisse ? Non. Le tribunal fédéral dit non, la Convention ne fait pas partie de notre ordre public. Mais le tribunal dit que dans les principes qui figurent dans l'ordre public au sens du droit suisse de l'arbitrage international, il y a certains des principes qui sous-tendent la Convention. Là encore, de manière indirecte, il y a un minimum de soumission de l'I2AF à la Convention. Pas directement, pas formellement, matériellement. Mais alors le plus beau reste à venir peut-être. C'est la 3e raison. Peut-être avez-vous entendu parler de l'arrêt Moutou et Pechstein. C'est un arrêt qu'a rendu la Cour européenne des droits de l'homme le 2 octobre 2018. C'est un arrêt qui peut-être pourrait faire évoluer les choses. On a dit de cet arrêt que ce n'était pas le Bosman de la Cour européenne des droits de l'homme, dans le sens où ça n'avait pas entraîné une révolution pour le droit sportif. C'est vrai. Mais peut-être que cet arrêt annonce un Bosman de la Convention européenne des droits de l'homme dans les mois ou les années qui viendraient. Je m'explique. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que le tribunal arbitral du sport, que l'arbitrage du TAS, le tribunal arbitral du sport, était un arbitrage forcé. Normalement, l'arbitrage, c'est consenti, on décide d'aller devant un tribunal arbitral plutôt que devant une juridiction étatique. Or là, les sportifs sont contraints, sont forcés d'aller devant ce tribunal plutôt que devant une juridiction étatique. Ils y sont contraints par leur fédération internationale. Puisque c'est un arbitrage forcé, dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un arbitrage qui doit offrir toutes les garanties de l'article 6, paragraphe 1. On ne peut pas regarder la clause compromissoire comme une renonciation librement consentie à ces garanties. La Cour dit ensuite qu'il appartient à la Suisse, via son tribunal fédéral, de vérifier que les sentences rendues par le TAS l'ont bien été dans des conditions respectueuses du droit au procès équitable. Et donc, si la Suisse validait, si le tribunal fédéral suisse validait une sentence du TAS qui aurait été rendue en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, eh bien la Suisse aurait été condamnée pour avoir manqué à ses obligations positives. Okay. Jusque-là, ça ne concerne pas tellement Caster-Semenya. Elle ne se plaint pas qu'elle n'a pas eu droit à un jugement respectueux des canons du procès équitable. Son affaire a été jugée par le TAS. C'est ce qu'elle dit. Elle
Ce sont des garanties substantielles qu'elle avance. Mais si on reprend la logique Moutou-Pechstein, si on sort un petit peu de l'arrêt lui-même, la Cour dit en substance. La Cour dit en substance, vous les sportifs, vous êtes soumis à l'autorité de quelqu'un sans avoir vraiment le choix, sauf à renoncer à faire du sport, d'être soumis à cette autorité. Vous êtes soumis à des juridictions qui ne sont pas les juridictions étatiques sans votre consentement. Vous êtes soumis à des règles qui éventuellement peuvent porter atteinte à vos droits fondamentaux sans vraiment l'avoir accepté. Pourquoi pas ? Parce qu'il faut bien prendre en compte les spécificités du sport. Pourquoi pas ? Parce qu'il faut bien qu'au nom de l'égalité des compétiteurs s'applique un droit uniforme. Pourquoi pas reconnaître un pouvoir normatif aux institutions sportives internationales ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais à condition que vous soyez aussi bien protégés que si les États et les juridictions étatiques se chargeaient de réguler cette activité. Autrement dit, le raisonnement de la Cour sur les garanties procédurales, en tout cas ce qui sous-tend le règlement de la Cour sur les garanties procédurales, pourrait très bien s'appliquer aux garanties substantielles. On est typiquement dans le cas là où un effet horizontal de la Convention pourrait être reconnu. Enfin, soyons sérieux 2 secondes, les rapports entre un sportif licencié et une fédération, ça ressemble plus au rapport entre un citoyen et un État, entre un administré et une administration, qu'au rapport entre 2 sociétés parties à un rapport contractuel. Typiquement là, dans un rapport de pouvoir. C'est d'ailleurs pas étonnant qu'en France, ce soit le droit administratif qui s'applique au rapport entre les licenciés et les fédérations délégataires. Ce n'est pas un hasard non plus si la jurisprudence du tribunal arbitral du sport ressemble plus à du droit administratif global qu'à de la jurisprudence commerciale, comme pour les affaires devant le CIRDI ou devant la CCI de Paris. Quatrième et dernier temps, en guise de conclusion, sur l'harmonisation des rapports entre l'ex Olympica et ordre juridique étatique en matière de dopage. Regardez, c'est très simple. Pendant longtemps, la question du dopage, ça a été la principale zone de tension normative entre les droits des États et le droit olympique. La principale. Aujourd'hui, c'est le meilleur exemple d'une harmonisation. Comment ça s'est passé ? Scandale Festina, scandale de dopage. Tout le monde se dit, il faut faire quelque chose, ça ne peut plus durer. Création de l'Agence mondiale antidopage, une fondation de droit suisse, qui a son siège à Montréal. Fondation dans laquelle sont représentés à parité les États et les institutions sportives, financée à parité par les États et le mouvement sportif. Cette agence adopte un code mondial antidopage. C'est une norme modèle, hein. Ça n'a pas d'effet direct, ni dans les ordres juridiques étatiques, ni dans les ordres juridiques sportifs. Le CIO impose à tout le monde au sein du mouvement sportif de transposer ce code mondial antidopage dans leur propre corpus juridique. Les États, de leur côté, signent une convention internationale sous l'égide de l'UNESCO en 2005, ratifiée par quasiment tous les États du monde, 188 à ce jour, dans laquelle ils s'engagent à avoir un droit qui ne fasse pas obstacle à l'application du Code mondial antidopage tel que repris par les institutions sportives internationales. À ce jour, donc, il y a une harmonisation. Le pluralisme n'a pas disparu. Il y a des ordres sportifs, des ordres étatiques, mais une harmonisation entre les deux, puisque les zones de conflit normatif ont disparu, ou quasiment disparu. Reste éventuellement la question de la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme. Bref, on a là un exemple de pluralisme ordonné, et finalement, quelque part, Mireille Delmas-Marty a un point commun avec Richard Virenque. Merci.